Une fois de plus, bonsoir. La deuxième région militaire vient donc d'être dotée de nouveaux responsables. Ces 4 officiers supérieurs qui ont été installés ce matin à Douala par le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Edgar Alain Mebengo. Suivez ce reportage. 4 hauts responsables du ministère de la Défense prennent officiellement fonction dans la région du littoral. Il s'agit du colonel Loubazal Pierre, commandant la deuxième région de gendarmerie, du capitaine des vaisseaux Komé Divine Komé, commandant les forces de fusiliers marins et palmeurs de combat, du colonel Edoulam Obam Pascal Ferdinand, commandant le deuxième secteur militaire, et du capitaine des vaisseaux Ndjanam Vondo Christophe, commandant la base navale de Douala. Dans son discours de circonstance, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense témoigne du réconfort moral des troupes engagées au front contre la secte islamiste suite à la mobilisation populaire en cours pour soutenir par diverses actions leur combat quotidien. Une tournée d'installation qui survient dans un contexte particulier. Ces importants actes interviennent dans un contexte particulier, marqué par l'engagement de nos forces de défense sur différents théâtres d'opération, tant à l'extérieur du pays, en République centrafricaine, dans le cadre de la MINUSCA, qu'à l'intérieur, notamment sur le long de la frontière Est, face au mouvement des factions rebelles en RCA, à la frontière Nord-Ouest, face aux menées terroristes de la secte Boko Haram, sans oublier la lutte contre la piraterie maritime dans nos eaux territoriales à Bakassi, ainsi que la lutte contre les coupeurs de route qui continuent à mobiliser nos forces. Au menu des orientations prioritaires du haut commandement, la lutte contre la piraterie maritime et le grand banditisme, la surveillance des infrastructures militaires, la préservation de la paix sociale et de l'intégrité territoriale, dans le respect bien compris du caractère désormais interarmé des régions militaires. C'était donc le reportage de Jean-Christian Akam et Serge Alain Ziebouf. La rentrée parlementaire, c'est demain à Yaoundé. Dans la matinée, les députés rentreront à l'hémicycle et dans l'après-midi, ce seront les membres du Sénat, eux, qui rentreront aussi à l'hémicycle. En attendant donc l'ouverture de la session, l'île Piédiou relève ici les enjeux de cette session. Sénateurs et députés reprennent respectivement le chemin du Palais des Congrès et du Palais des Verts de Ngouaikele à Yaoundé le 12 mars prochain. Marcel Niat du Sénat et Cavaillé Dédibril de l'Assemblée nationale ont signé un communiqué dans lequel ils convoquent la première session ordinaire de l'année législative 2015. Entre autres enjeux de cette première session ordinaire, le choix des membres du bureau et principalement celui du président. Une disposition du règlement intérieur. Cette session de mars 2015 aura un intérêt législatif qui va au-delà de la géopolitique du bureau. C'est une occasion d'interroger l'articulation du bicaméralisme dans le contexte camerounais, c'est-à-dire mieux étudier le différend entre l'Assemblée nationale et le Sénat. La session de mars marque ainsi le début de l'année législative au Cameroun et certains politologues voient en cette session une redistribution des cartes et pourquoi pas un éventuel remaniement. C'est finalement une session de mars pas si ordinaire. Autre chose, actuellement, il règne comme une confusion entre l'activité politique et économique. Les hommes d'affaires du Cameroun aspirent presque tous à occuper des postes importants au niveau de la politique. Une situation à laquelle s'insurge le président du MECAM. Il s'est expliqué au micro de Jean-Christian Akam. J'ai souligné la question de la confusion que nous avons dans notre pays entre le politique et les affaires. On ne sait plus très bien souvent qui est homme d'affaires et qui est politicien. Parce que la plupart des hommes d'affaires qui émergent deviennent automatiquement soit maires, soit députés, par leur propre volonté ou par la volonté de la société. À la fin, on a l'impression qu'à un moment, ils consacrent plus de temps à la politique et que leurs affaires périclitent justement parce qu'ils sont allés dans la politique. La première, c'est que les hommes d'affaires fassent les affaires et que les politiques fassent la politique. J'ai cité un certain nombre de grands hommes d'affaires dans le monde, en Afrique et dans le monde,
qui sont dans les affaires, dont on n'entend jamais parler dans les milieux politiques. J'ai cité Bolloré, j'ai cité le cas de M. Dangote, nigérien, et je peux vous citer d'autres qui ne font pas de la politique. Bill Gates n'a jamais fait de la politique pour être Bill Gates. Je vous propose actuellement de suivre ce commentaire de Jean-Christian Akam. Jean-Christian Akam s'interroge dans cette situation confuse entre les hommes d'affaires du Cameroun et leur activité politique. Ils peuvent se compter dans les doigts d'une main, ces Camerounais exerçant dans le secteur économique et qui gardent une distance avec l'activité politique. Laquelle activité qui demande, pour s'accomplir avec fruit, qu'on lui consacre tout son temps afin qu'elle joue pleinement son rôle de locomotive de la croissance. Au rang des défis les plus pressants à relever par nos opérateurs économiques figurent les performances du marché financier, la densification du partenariat avec le secteur public, la dématérialisation des procédures de commerce extérieur, la compétitivité des infrastructures portières, la compétitivité du commerce extérieur à l'ère de la mondialisation des économies, sans oublier la diversification et la modernisation du tissu économique national. Au regard de la configuration de notre société, le secteur politique offre quelques facilités dans la réalisation de certaines de ses missions. Le monde des affaires en a pris goût au point de se laisser presque totalement absorber par ce raccourci. Il devient donc impératif ce dualisme homme d'affaires et homme politique avec effet induit sur la performance dans les deux sens. Ce qu'on gagne en influence dans le secteur politique est réinvesti et recapitalisé pour servir une cause économique. Sauf que dans ce cas de figure, et c'est là le revers de la médaille, il arrive que le climat politique se montre si exigeant qu'il finit par broyer des ambitions économiques avec les conséquences que l'on sait, autant sur le gonflement du chômage que sur la décrépitude de notre tissu économique. Dans l'autre sens, il arrive très souvent que pour s'investir en politique, l'on s'accroche sur des acquis économiques qui peuvent en l'occurrence servir de tremplin jusqu'à ce que l'activité politique soit sacrifiée à l'autel des intérêts économiques. Ils sont nombreux, des leaders politiques qui ont été éjectés, largués, faute de répondants économiques. Pour plus d'efficacité et de performance, économie et politique gagneraient donc à faire bon ménage, mais chambre à part. Une cohabitation bien complexe, dont un acquis est certain, à savoir la dispersion des énergies. Qui trop embrasse mal étreint, dit un proverbe français. C'est aussi un des messages forts de la 6e édition du Cameroun Business Forum. Alors, il faut faire les affaires, la Bible à la main. C'est ce que propose le patronat chrétien qui était réuni ce matin à Douala en Assemblée générale extraordinaire. Monique Naoussi et Marius Kossu ont suivi les travaux. Un chrétien cadre ou directeur d'entreprise se distingue par la touche éthique qu'il imprime au quotidien. Et le bénéfice sera une société plus juste et plus humaine. C'est le message de l'association des patrons et dirigeants chrétiens, en abrégé PADIC. C'est à l'occasion de leur assemblée générale extraordinaire. Chaque entreprise membre du PADIC va désormais avoir son propre code éthique. Son propre code éthique, parce que l'éthique est une démarche personnelle. Et les employés de chaque entreprise doivent pouvoir s'évaluer par rapport à leurs propres obstacles et par rapport à leurs propres difficultés. Mais aussi parce que dans l'ensemble, l'association aide à le faire. Le PADIC rassemble les chrétiens catholiques romains et orthodoxes et l'ensemble des églises protestantes, membres du SEPCA. Après une célébration œcuménique, le clergé va remuer le thème de cette assemblée, à savoir diriger et servir. Chaque réflexion que nous faisons dans notre entreprise doit avoir pour finalité le bien-être de l'être humain. Et quand le bien-être de l'être humain est accompli, c'est la gloire de Dieu que nous manifestons. Si un patron, n'est-ce pas, doit participer, n'est-ce pas, au développement de son pays, mais c'est pour le bien de ses frères. Et même au niveau de son travail, le respect qu'il doit avoir pour ses employés, ça c'est très important. Donc c'est cela, n'est-ce pas, le respect de la personne. Ça ne veut pas dire qu'en travaillant, il ne doit pas, n'est-ce pas, appliquer la rigueur.
se laisser transformer par les paroles de l'Évangile et surtout promouvoir l'éthique du travail, c'est donner un visage humain au capitalisme. Comment faciliter l'accès aux services bancaires? La question est préoccupante alors que le taux de bancarisation reste très faible. Serge Bondier, ce soir, analyse donc la question de crédibilité des institutions. Le constat se fait au fil des années. Le taux de bancarisation du Cameroun est très faible. Quelques statistiques relèvent que ce taux se chiffre à environ 5%. L'État veut l'améliorer à travers des mesures de facilitation et d'allègement pour les usagers à avoir accès aux services des banques. L'association des professionnels des établissements de crédit pousse un peu plus loin en parlant de la proximité, l'image et le coût. La culture de l'épargne n'est pas fondamentalement ancrée dans les habitudes des citoyens avec un système fragilisé par la crise de confiance qui naît entre les populations et les institutions de microfinance. Il y a quelques mois, une décision du ministre des Finances signifiait à 28 établissements de microfinance le non-respect des procédures et des textes mis en vigueur. Ces microfinances ont été fermées malgré les efforts du régulateur qu'est la COBAC. Cette faillite et autres fermetures peuvent être justifiées par la non-sécurisation des fonds des épargnants, un encadrement juridique faible, gangrené par la corruption. Les cas Cofinès et Camcul sont abondamment illustratifs. L'argent circule beaucoup plus dans les mallettes et l'État veut jauger le niveau d'utilisation à travers les emprunts obligataires et les émissions de bons de trésor. Même si les banques visent un taux de bancarisation de 10%, l'infrastructure en elle-même reste déséquilibrée. D'autres experts relèvent qu'au niveau de l'État, c'est plus de 90 000 fonctionnaires qui ne sont pas bancarisés. Leurs salaires sont virés au trésor public où ils touchent à la caisse. Des fonds en 2013 passés à 9 milliards de francs CFA. Au niveau de la CEMAC, le Cameroun, le Tchad et le Gabon voudraient lever en 2015 plus de 670 milliards de francs CFA. On va aller actuellement à Yaoundé où le ministère des Postes et Télécommunications a trouvé un accord avec MTN Cameroun au sujet de la 3G. Bonsoir Yaoundé, bonsoir Ibel Olinga. Bonsoir Yvonne Katikin, bienvenue à Yaoundé. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. MTN renouvelle sa licence GSM et lance la 3G. Acte matérialisé ce 11 mars 2015 à Yaoundé à travers la signature d'une convention entre le top management de MTN Cameroun et le ministre Jean-Pierre Bietier-Biessam en charge des postes et télécommunications, fortement accompagné dans cette cérémonie par 3 autres membres du gouvernement, compte rendu Jackson Bozor et Hubert Noutier. 75 milliards de francs CFA pour une durée de 15 ans. Le renouvellement de la licence GSM et le lancement de la 3G sont le fruit de la fin heureuse d'âpres et longues négociations entre le gouvernement de la République et MTN Cameroun. La détermination du coût du renouvellement est prévue par nos textes et elle s'appuie sur un certain nombre de paramètres. Le premier paramètre, c'est la performance de l'opérateur pendant les 15 années au cours desquelles il a opéré au Cameroun. On voit ses résultats. L'autre paramètre, c'est ce qu'on appelle le benchmark, c'est-à-dire on regarde à peu près ce qui se passe dans les pays semblables aux nôtres. Le Cameroun s'arrime donc à l'économie numérique et prend désormais part au concert des nations africaines évoluées en matière de télécommunications. Internet est l'un des facteurs qui contribue de façon directe à l'augmentation du PIB d'un pays. Donc avec le lancement de la 3G, la licence que nous venons d'acquérir aujourd'hui, MTN Cameroun compte renforcer la promesse faite à sa base d'abonnés qui est de transformer leur environnement, transformer leur vie. Mon village Bioka attendra encore 3 ans puisque la 3G pour cette année ne sera déployée que sur 700 sites dans 16 villes du Cameroun. Mais pour les autres, c'est déjà ça. Avec cette révolution qui offrira l'Internet à très haut débit, une meilleure qualité de communication téléphonique, la clarté de la voix comme si l'on avait son interlocuteur en face, les appels vidéo, la vidéoconférence, ainsi que la télé que l'on pourra regarder sur les portables. Tout ceci n'augmentera pas le prix en termes de consommation, nous dit-on. Nous ne comptons pas augmenter le prix de l'accès Internet au Cameroun. MTN Cameroun fait la promesse de donner à ses abonnés un accès Internet indépendamment de la technologie utilisée. La 3G n'est qu'une technologie, que ce soit en 2G, en 3G, en 4G. Notre promesse est la même, c'est Internet à moindre coût. Puis, il y a de nombreux emplois en vue. Comme pour dire qu'à MTN, le volet social est rarement perdu de vue.
des emplois divers, variés, mais surtout spécialisés dans le domaine des nouvelles technologies. Nous savons que les Camerounais sont de plus en plus formés, de mieux en mieux formés aux nouvelles technologies et nous allons bien évidemment recruter les meilleurs pour grossir nos rangs et essayer de servir au maximum la clientèle désireuse de vivre l'expérience de la 3G et de la 4G. Aux 2200 milliards investis dans l'économie nationale depuis février 2000, MTN entend doubler la mise au cours des 15 prochaines années. Question de réduire la fracture numérique au Cameroun. Session parlementaire de mars 2015, les assises démarrent demain à l'Assemblée nationale. À quelques heures de l'ouverture des travaux à l'hémicycle de Ngoakele, celui-ci accueille depuis ce matin un atelier de formation sur les options juridiques et politiques des investissements agricoles. Reportage signé Ghislain Pierre-Sono et Samuel Bonis. C'est maintenant ou jamais qu'il faut prendre des options juridiques et politiques en matière d'investissement agricole durable. C'est pour résoudre cette équation à la fois scientifique et humaine que se tient depuis ce mercredi et pour 3 jours à l'Assemblée nationale camerounaise un atelier regroupant parlementaires de la CEMAC, investisseurs et autres agriculteurs. Il est question d'examiner les régimes d'occupation de la terre et la terre que le bon sens commande d'exploiter en pensant aux générations futures. Les droits, le régime foncier que nous avons ne peut plus s'adapter à la nouvelle donne. Donc tout est à revoir. C'est pour ça que nous nous réunissons à Yaoundé. Cette réunion fait suite à la réunion que nous avons faite à Malabo, sur laquelle nous avons intitulé « L'accaparement des terres à usage agricole, la réponse des parlementaires ». En pratique, les participants à l'atelier s'en vont faire le point sur l'impact économique, social et environnemental des 50 projets agricoles à grande échelle en Afrique. Il faut pouvoir établir, afin que nos terres ne soient pas confisquées par certaines cultures pour des durées très longues. Parce qu'aujourd'hui, il faut être flexible. Vous pouvez passer entre le maïs, le soja, la patate douce, la pomme de terre, vous voyez, et même le foleret. Hein. Tout ça, vous pouvez le faire et gagner, sinon autant d'argent que si vous étiez dans une culture figée comme la banane. Le ton est ainsi donné pour la session parlementaire qui s'ouvre ce jeudi à Yaoundé et qui n'ira pas avec un comportement agricole. Le port autonome de Douala, désormais doté d'un camion-citerne de lutte contre les incendies, dont de la Banque mondiale, le véhicule a été rétrocédé ce jour au gouvernement camerounais, représenté par le ministre Patrice Ambassala, en charge des travaux publics. Karen Mezatia, Luc Bondo. Un incendie déclaré. Vite, il faut l'intervention des sapeurs-pompiers pour limiter les dégâts. Ils sont là avec leurs camions. Ils installent le dispositif d'intervention et la stratégie d'intervention telle qu'elle va désormais se déployer au port autonome de Douala est mise en place. Le don est de la Banque mondiale retrocédé au travers le ministère des Travaux publics au port autonome de Douala. Le camion qui est là peut lutter contre l'incendie et ramasser de l'eau dans une cale qui est inondée. Donc c'est un outil suffisamment moderne pour un port autonome pour que les bateaux accostent et puissent repartir en toute sécurité. À côté de ce matériel de haute performance, ce conteneur rempli d'équipements. Des équipements sur châssis fournis avec le véhicule, des accessoires et pièces de rechange, du matériel entre autres. De quoi assurer la lutte contre les incendies dans le domaine portuaire. Déjà au port, aux marins-pompiers d'assurer un certain nombre de missions qui leur sont dévolues. 1. Ça permet d'entraîner leur personnel. 2. Ça permet de faire des opérations spéciales, comme par exemple l'évidement des caves de navires. Bon. Et ça permet d'assurer les sauvetages. Le projet de facilitation du transport et du transit de la CEMAC a pour but de faciliter le commerce régional entre les États membres et d'améliorer l'accès de la République centrafricaine, du Cameroun et du Tchad aux marchés mondiaux. À présent à la découverte d'un métier, celui d'agent commercial et pharmacien de fortune, qui vivent à travers des recettes glanées entre deux bus. Arnaud Gueffak, je les guide.
Charibou Mopa, alias Docta, le médecin des bus. Tout ce qu'il sait de la médecine traditionnelle se vend dans ce livre magique de thérapie. Dans le livre là que vous voyez, à l'intérieur, il y a recrutement près de 50 maladies courantes, près de 30 plantes étudiées. C'est quel genre de plantes? Les plantes comme par exemple l'oignon, l'ail, le chou, le persil, le céleri, le basilic, le poireau, la lucera, le pamplemousse, la carotte, l'orange, le manguier, le papaye, le bananier, l'avocatier, le maïs, le piment, les arachides, les ignames, même la patate. Et c'est loin d'être exhaustif. La loi de ce maître déclaré des plantes, c'est solution à tout problème et à 0 francs de consultation. Cas illustratif, la maladie des rouges fesses. Combien sont des souvent vous soignez les fesses sur vous à l'hôpital? Rien que le canal consultation, ça coûte souvent combien? Allez sur le manioc, je vous assure, et sur le manioc pour les éviter ici. Expérimentez ça à la maison, vous allez voir. Et le bon flatteur est aux dépens des voyageurs qui l'écoutent. C'est comme automatique et ça coule de sa bouche comme un abondant ruisseau les noms des maladies soignées. La syphilis, la gonococcus, le chlamydia, trompe bouché chez une femme, comment régulariser les règles, l'hémorroïde inquiète, le rhumatisme, trouble de vue, morsure des serpents, vertige, vomissement, l'énurésie, l'épilepsie, la sinusite, la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce. Voilà toutes ces maladies qu'on a mis le traitement dans le petit document avant le plan. Impressionnant docteur, on dirait généraliste avec grand G. Les paroles passent et les illusions sont plutôt bien vendues. Vendues au propre comme au figuré. Eh bien, il y a aussi un vent important de superstitions qui se proposent pour des pisseurs au lit. Il y a les gars de 15 ans, 17 ans, 20 ans, les filles de 25 ans, même 30 ans qui pissent à peau. Prenez les mi-pattes dans le plastique maintenant. Vous tapotez les mi-pattes sur le dos du malade. Quand on tape les mi-pattes sur le dos du malade, on doit parler. On peut dire par exemple pour 1000 pattes. Comment un genre pour la 30 ans peut un peu pisser? Et le mal de son avis passera. Et si à ce savant, on demandait l'écorce ou l'herbe qui enrichit le postérieur féminin, ce sera l'objet peut-être du prochain livre, qui sait. Arnaud Guéfac. Hôpital gynéco-obstétrique de Douala, les nouveaux responsables récemment nommés ont été installés ce jour et vous en parlez, Yvonne Katikeng, à Douala. Oui, naturellement, c'est donc l'hôpital qui, lui, accueille donc des médecins dans un endroit très sédentaire. C'est l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Il a accueilli son premier conseil d'administration ce jour à Douala. Tous les administrateurs ont été installés pour une durée de 3 ans renouvelable. Au-delà donc de cette entrée en matière, de ce conseil d'administration, l'île Piédiou nous présente l'institution hospitalière. Voici l'un des fruits de la coopération sino-camerounaise à Douala. L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique construit à Yassa, à la sortie est de Douala. La voie d'accès reliant l'axe lourd Douala-Yaoundé à ce gros œuvre a été aménagée. Les lampadaires installés le long de la route. Seule la voie conduisant à la morgue est encore en chantier. Dans l'enceinte de l'hôpital, les bâtiments sont achevés. Les équipements médicaux installés. Seul absent, le personnel sanitaire, pourtant déjà connu. Cet hôpital gynéco-obstétrique est constitué de 11 bâtiments affectés aux consultations, services techniques, hospitalisation, services administratifs, intendance et morgue. D'un coût global de 13,7 milliards de francs CFA. L'organigramme et le budget connu, cet hôpital devra contribuer à l'amélioration des soins gynécologiques, obstétricaux et pédiatriques des populations et aussi au perfectionnement du personnel technique. Actuellement, les échos des préparatifs des obsèques de Françoise Foning. Ce matin, les membres de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, conduits par leur président Christophe Ekeng, sont allés à Bépanda pour rendre hommage à la présidente de section industrie Françoise Foning. Suivez ce reportage de Serge Laurent Bondier. C'est par dizaines que les groupes et autres associations se retrouvent au lieu de la veillée des obsèques de l'honorable Françoise Foning à sa résidence du quartier Bépanda à Douala.
La communauté Betty, sous la conduite de son chef Bélibi, s'est déportée sur les lieux. La messe dite ce soir-là a édifié les personnes présentes sur la force de la foi et la croyance en le Père Dieu Tout-Puissant. Autre hommage, c'est celui rendu par la Chambre de commerce sous la conduite de son président Christophe Eken. La délégation est venue reconforter la famille durement éprouvée. Françoise Foning, membre de la Chambre de commerce, était présidente de la section industrie. Écoutez, je peux dire que j'ai une histoire personnelle avec cette dame que j'ai rencontrée pour la première fois en 1975 ici à Douala. Et on a gardé une amitié, une longue amitié, jusqu'à ce que j'arrive à la Chambre de commerce, où elle devient un membre très influent, et puis elle devient également président de la section industrie. Les femmes, lors des tours effectués en de telles circonstances, ont pleuré leur reine-mère. Ce grand baobab qui s'en est allé et laissant tout un vide. La Chambre de commerce perd un membre très engagé dans la vie économique et sociale. C'était une femme qui avait une force, elle était tout. J'ai vu tout à l'heure faire une parade de danse guerrière, qui veut dire qu'elle était aussi une femme de guerre. Elle a un nom à l'ouest qui s'appelle Nkongla. Nkongla, ça veut dire quelqu'un qui aime le pays. Et ce pays-là, ce n'est pas seulement Bafou, ce n'est pas Tchang, ce n'est pas l'ouest, c'est le Cameroun en entier. Donc elle a aimé ce pays et s'est vraiment consacrée à défendre ce pays. Et au niveau de la Chambre, je pense qu'elle a intervenu véritablement dans toutes nos réunions. Elle était toujours présente et je dirais... Même quand elle est absente, elle était présente par ses idées. Les commissions mises sur pied travaillent d'arrache-pied et rien ne sera négligé lorsqu'on sait que 2 grandes veillées se préparent à Douala, l'une à son domicile, à Bipanda, et l'autre au stade de la réunification de Douala le jeudi 19 mars dès 14 h. En sport, le Tour cycliste international prend un coup du fait de l'instabilité dans la région de l'extrême nord. Le Tour ne passera pas par le septentrion. Seules 5 des 10 provinces verront donc les coureurs passer. David Sandjo. Le Tour cycliste international du Cameroun, aussi victime de la nébuleuse Boko Haram. Pour la seconde fois, la caravane ne passera pas par les régions septentrionales pour des raisons sécuritaires, d'encadrement et de protection des coureurs. Il en est de même du budget fortement revu à la baisse par rapport aux précédentes éditions. Les pouvoirs publics consacrent les efforts vers la lutte contre la secte islamiste. L'assiette allouée à la compétition a connu une cure d'amaigrissement d'environ 16%. Résultat des courses, la taille de la caravane est également réduite. Eu égard à la situation, comme je vous disais, on a été obligé de revoir, n'est-ce pas, en quantité les équipes et même la taille de la caravane. Régulièrement considéré comme budgétivore du fait du nombre pléthorique des hommes qui constituent la caravane, à la Fédération camerounaise de cyclisme, le casse-tête chinois est désormais la redistribution des primes et le choix des accompagnateurs, surtout que le nombre d'étapes et le circuit ont été revus. Même si cela n'ébranle pas les responsables, ils avouent être prêts. Les 2 équipes françaises ont confirmé, l'équipe slovaque et l'équipe suisse. En Afrique, nous avons 5 équipes qui ont confirmé, c'est-à-dire le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Rwanda et les 2 Congos. Maintenant, en ce qui concerne les sous-commissions, la sous-commission logistique, hébergement, restauration, transport. Au niveau de la fédération, nous sommes quasiment prêts. La caravane des cyclistes passera par 5 des 10 régions que compte le Cameroun pour 8 étapes. Les villes de Baganté, Bafoussam, Fumban, Bafang, Limbe, Bouéa, Douala et Kribi vont voir passer les adeptes de la Petite Reine. Le premier coup de pédale est prévu pour samedi par l'étape Yaoundé-Bafia, longue de 121 km. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain quand il sera 20 h. Bonsoir.